Sa future entreprise, l'ajoutons à pile ou face? À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Chronique de Talent Bleu ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe Bluesoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulémata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des 1000 visages de Bluesoft. Nicolas est architecte solution infrastructure. Il travaille depuis 10 ans pour Bluesoft au sein de la BU Cloud Infrastructure et totalise 20 ans d'expérience dans l'informatique. Piégé, voilà. Nicolas adore son métier, ça devrait vous sauter aux oreilles. S'il est clairement fait pour ça, il a aussi su diversifier ses expériences, signaler ses souhaits de monter en compétences pour renouveler un intérêt et un appétit pour le sujet toujours plus aiguisé. En clientèle la majorité du temps, le sentiment d'appartenance au groupe a forcément éveillé notre intérêt. En matière de formation et de parcours pédagogique, Nicolas est un enthousiaste de l'alternance. Puis il a gravi les échelons impeccablement. En fait, alors mes études, j'ai un bac ES, donc je crois que ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais quand j'en parlais à mes parents, leur bac s'appelait pas pareil, donc je pense que ça change tous les 5 ans. Ensuite, j'ai fait un BTS, donc c'est un cycle de 2 ans d'études assez techniques que j'ai fait en alternance. J'ai vraiment aimé l'alternance, j'étais pas très bon à l'école parce que sûrement des problèmes de motivation, ce genre de choses, à se demander à quoi ça sert, d'apprendre ci, d'apprendre ça. L'alternance, on voit tout de suite à quoi ça sert, on voit tout de suite les contraintes, et moi j'ai trouvé ça, enfin ça a bien correspondu à mon profil en tout cas. Donc j'ai fait un BTS donc en alternance dans une boîte d'expertise comptable, mais je faisais l'informatique là-bas. C'était intéressant aussi cette alternance-là parce que voilà, il y a la notion ton métier à toi c'est l'informatique, tu dois utiliser de l'outillage pour répondre à un métier client qui est pas du tout forcément ton métier. Et la comptabilité c'est vraiment pas mon truc quoi. J'ai utilisé une calculatrice, mais c'est plus que ça la comptabilité. Donc voilà, tu as vraiment la notion adapter tes techniques, ton métier à toi, c'est de faire de l'informatique, et il faut que tu comprennes le besoin client pour pouvoir y répondre au mieux. Donc c'est mon diplôme le plus haut, hein. C'est un bac plus 2, assez technique. Je suis entré chez Steria pour faire du support informatique, mais ça a duré moins d'1 an. Alors par contre, c'était très intéressant, c'était au CNES, à Paris, au Centre National d'Études Spatiales, donc il y avait des fusées dans tous les bureaux. Là, c'est la tête dans les étoiles, c'est vraiment génial, mais je faisais juste du support informatique et des gestes de proximité, comme on dit. Donc c'est quand tu te fais driver par des gens un peu plus techniques pour le backup, donc pour les robots de sauvegarde, ce genre de choses. J'ai fait du backup et ensuite j'ai été travailler chez Bouygues Télécom alors Bouygues Télécom, j'ai passé 7 ans chez eux. J'ai fait 5 ans d'administration Unix. Donc j'ai commencé en bas de l'échelle et puis j'ai fini support niveau 3, alors, niveau 1, niveau 2, niveau 3. S'il faut le rappeler rapidement, niveau 1, en fait, c'est que tu connais assez bien la technique pour pouvoir appliquer une procédure. C'est-à-dire quand on dit connecte-toi à la machine, fais telle tâche, prends tel résultat, voilà, là t'es niveau 1. Niveau 2, tu as une capacité de diagnostic parce que tu vas connaître un peu mieux les choses, tu vas être capable de sortir des procédures quand tu dis que là tu as eu un problème et qu'on peut modifier telle procédure. Et niveau 3, tu es normalement un expert, donc tu dois écrire les procédures, faire en sorte qu'elles soient solides, pouvoir les tester et répondre aux besoins des niveaux 1 et niveau 2 quand il y a des soucis techniques. Dans les 5 ans, j'ai fait niveau 1, niveau 2, niveau 3 en Unix. Et les 2 dernières années, donc 5, 6, 7, ouais c'est ça. Les 2 dernières années, j'ai fait du support. En fait, c'était pour un service de transfert de fichiers. Alors qui faisait du transfert sécurisé, automatisé, de fichiers, de flux, des proxys, des reverse proxys. Enfin voilà, ça m'a permis d'utiliser en fait mon bagage système pour maintenir des applications et développer des applications de transfert de fichiers sécurisés. Quoi. Je suis entré chez BSM en disant voilà, moi j'aimerais bien me mettre au stockage. Par contre, j'ai pas forcément une expérience de stocker. Et l'opportunité, c'était justement d'aller travailler au backup. Pareil, dans une équipe BSM, et c'était là pour le coup une équipe de support niveau 3 qui était constituée de 4 individus vraiment exceptionnels avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, qui pareil, qui étaient des Bluesoft, qui le sont plus aujourd'hui parce qu'ils sont passés chez le client, mais voilà. Je dis des Bluesoft, mais à l'époque c'était BSM, voilà. Et qui m'ont permis justement de beaucoup avancer dans le backup. Aujourd'hui, Nicolas dispose d'un très très bon bagage technique. Un profil qui s'est enrichi au fil des années en sachant exprimer certaines envies d'évolution. En gros, moi, je suis administrateur système à l'origine, surtout sur des systèmes Unix. J'ai pas de limitation sur les systèmes Unix, du AIX, du Linux, du Red Hat, histoire de balancer quelques noms techniques. Mais ma vraie passion, une de mes vraies passions que j'ai pu mêler à ma vie professionnelle, c'est le développement.
J'aime écrire du code. J'aime faire des bouts de script qui font mon travail. Si c'est pour travailler beaucoup moins, je suis prêt à fournir beaucoup plus de travail. Voilà. Et donc, tout au long de mes différentes missions, ce que j'ai vraiment aimé, ça a été développer des applications, écrire du code, faire des automatisations, ce genre de choses. Des reporting, parce que les reporting, c'est jamais rigolo à faire, mais c'est absolument indispensable pour savoir ce qui se passe, pour mesurer les performances, ce genre de choses. On peut faire un reporting sur le feeling à la main et dire, je pense que ça se passe bien parce que j'ai le feeling que ça se passe bien. Et on peut automatiser un reporting qui donne à la virgule de pourcentage près le niveau de performance sur telle ou telle indication. Automatiser ce genre de choses, ça m'a toujours plu. J'avais une connaissance système et ensuite application qui m'ont permis en fait de faire du développement. Et donc mon vrai trip, ma vraie passion, c'est le développement. Donc dans toutes mes missions, quand je faisais du backup, j'ai fait beaucoup de développement pour de l'outillage, pour du reporting. Justement, j'ai exprimé à Bluesoft un vrai désir de faire du développement un peu plus dur. Donc vraiment parce qu'il y a la différence entre faire du script et de faire de la grosse application, ce genre de choses. Il y a des méthodes de travail qui diffèrent, ce genre de choses. Bluesoft a pu me proposer et a su me proposer notamment une mission chez EDF, qui était une mission de développement Java. Là, c'était vraiment du gros développement avec un collègue qui, à l'époque, était Bluesoft aussi, qui a pu vraiment me tirer vers le haut sur les méthodes de développement. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, je me suis retrouvé avec un profil aussi bien infrastructure, donc système et application. Donc, comme je te disais, j'ai été administrateur Unix, puis administrateur d'application backup, puis développeur, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc là, aujourd'hui, depuis 3 ans, je suis donc architecte infrastructure spécialisé dans le cloud. Et en fait, j'arrive à tirer le meilleur parti de mon expérience système et de mon expérience de développement pour mêler en fait ces deux compétences pour proposer justement ce service d'architecture à notre client, quoi. Chaque entreprise connaît des managers, supérieurs, responsables ou référents qui ont et auront une influence nette sur l'évolution professionnelle de leurs collaborateurs et ajoutent leur pierre à l'édifice de l'excellence managériale. On ne les cite jamais dans les rapports pour ça, ce n'est pas le lieu, mais ils sont très souvent mentionnés dans les conversations. Mais voilà, Damien Goenval, c'est vraiment un contact avec qui on a un bon feeling. Je pense qu'il a été acteur de pas mal d'évolutions dans ma carrière parce que je pense qu'il y a pas mal de missions intéressantes, aussi bien de challenges qui ont pu être proposés parce que Damien a pu me faire confiance et me dire, voilà, là il y a une mission... Toi, t'es arrivé pour faire du stockage. Là, on a une mission sauvegarde qui va être presque aussi intéressante. Il m'a motivé pour la faire. Ça a bien marché. Damien me connaît pas mal et a pu justement me proposer des choses qui m'ont permis d'évoluer. Donc pour moi, c'est aussi bien Damien que Bluesoft qui m'ont vraiment permis d'avancer dans ma carrière. Là, ça fait 20 ans que je travaille et j'ai dû passer 10-11 ans chez Bluesoft. Plusieurs fois, on peut se dire, tiens, j'aimerais bien travailler chez tel ou tel client. Ouais, mais Bluesoft a pu, au cours des années, proposer des bonnes opportunités. J'ai pu évoluer dans telle direction. À un moment, je leur ai dit, je voudrais changer de direction. Allez là, ils ont fait, ok, vas-y, ça s'est bien passé. Donc voilà. Le ressenti est vraiment très bon chez Bluesoft, c'est pour ça que ça va faire un bout de temps maintenant. Nicolas passe le gros de son temps de travail chez le client. Aux côtés des avant-ventes, il est un ambassadeur quotidien de Bluesoft, une vitrine vivante du savoir-faire et du savoir-être. Depuis à peu près 10 ans que je suis chez Bluesoft, je viens assez rarement au siège et le contact se fait par l'intermédiaire de nos responsables comme Damien, comme Georges. Je suis pas exactement un animal social. Après, voilà, moi j'ai fait quasiment toute ma vie de la prestation et c'est vrai que l'état d'esprit, en fait, c'est de s'intégrer à la culture d'entreprise du client pour s'intégrer au mieux à ses procédures, à ses rouages, à ses démarches de production, de développement et ce genre de choses. Quand je dis que je suis pas un animal social, c'est aussi histoire de faire une petite boutade. Justement, quand on est en clientèle, il faut un minimum représenter l'entreprise, rester visible du client et qu'il se rende compte que justement la prestation qu'il demande à Bluesoft est quand même est bien fournie. Donc on a quand même une partie de relation client assez importante. Passer ses journées entre les murs d'une autre entreprise interroge nécessairement la teneur du lien avec son employeur. En tout cas, quand on l'observe de l'extérieur. En retour, on constate assez vite que ce n'est pas forcément un problème. Bluesoft communique suffisamment pour que je puisse, le cas échéant, bénéficier des avantages du comité d'entreprise, de la vie de l'entreprise. Récemment, il y a eu l'élection des délégués du personnel. On n'a pas vraiment pu passer à côté, quand bien même je ne travaille pas dans les locaux de Bluesoft ou tous les jours avec des collègues Bluesoft. Alors, justement, là, c'est un point qui est intéressant.
Bluesoft communique largement assez, à mon sens, pour qu'on soit bien au courant de ce qui se passe. Il y a de l'outillage qui est mis en place. Enfin, quand je dis de l'outillage, il y a des intranets, il y a des communications. Donc tout ça, c'est plutôt bien fait. Quand tu les vois passer, tu peux pas ignorer que tu fais partie de Bluesoft. Alors, pour rentrer dans le détail, on a toute une équipe qui s'occupe de faire du niveau de stockage. Précisément, c'est des gens avec qui, au jour le jour, on communique, on va prendre des cafés, on est dans les mêmes bureaux, on échange, et on sait qu'on fait partie de Bluesoft. Donc, on a des échanges là-dessus, au café. Typiquement, on va pas exposer la vie de l'entreprise. On n'a pas forcément envie que le client connaisse les fonctionnements internes de Bluesoft. Maintenant, il n'y a pas de quoi rougir non plus. Donc voilà, on peut garder le contact aussi de cette façon-là, dans le sens où on a des collègues Bluesoft chez le client. À côté de sa mission du moment, Nicolas travaille ponctuellement avec Michael Benaroche, le directeur avant-vente de l'ABU, au développement de l'automatisation des services d'infrastructure. Régulièrement, l'ABU accueille stagiaires, alternants et apprentis, une occasion pour Nicolas de transmettre à son tour. Il nous donne l'exemple d'Alexis en alternance l'année précédente. Tu as une application, tu as une infrastructure, tu as des connexions avec des technologies que tu ne maîtrises pas forcément toi-même. Il faut faire du reporting sur ces technos-là. Ces technos-là, tu les connais pas. Voilà. Donc, il a un très bon état d'esprit là-dessus. Donc, j'ai pu l'aider à développer... typiquement, pour l'instant, un premier exemple, c'est un produit de monitoring. Donc, de monitoring, d'alerting et de reporting. Donc sur l'exemple de ce qu'on avait pu développer chez Engie, donc c'était en fait un stack à base de Grafana. Grafana qui est une application qui permet justement de faire du dashboarding, des jolis graphiques, des camemberts, des histogrammes et même beaucoup d'autres choses custom pour peu qu'on mette la main à la pâte dedans. C'est que la partie émergée de l'iceberg en fait, c'est-à-dire que les données, pour pouvoir les afficher dans un dashboard, il faut aller les collecter, il faut les retraiter pour pas afficher n'importe quoi, pour se poser des questions sur les queries qu'on fait. Donc derrière, tu as quand même un besoin d'infrastructure. Alexis qui était tout frais sorti d'école. Il venait pas juste d'avoir un bac non plus, donc il a quand même un bagage technique. Il me semble qu'il avait un bagage de développeur d'applications web. Il a très vite accroché là-dessus, donc moi je lui ai montré comment je faisais tel ou tel principe. Lui, il a vite accroché, il a pu travailler dans le labo et le but c'était que j'aide Alexis pour lui montrer voilà comment on avait pu faire tel ou tel stack et lui il a reproduit ça à l'intérieur du labo à Bluesoft. Alexis a l'étoffe d'un Bluesofter qu'on apprécie d'accompagner dans son perfectionnement. Il a d'ailleurs rejoint les rangs de l'entreprise depuis. En fait, c'est agréable parce que ça va vite. Moi, le gros du développement que j'ai appris, je l'ai appris à la maison parce que j'aime écrire du code et tu l'apprends un peu tout seul. Alors derrière, c'est toujours bien d'échanger avec des vrais professionnels. C'est très enrichissant parce que tu arrives avec quand même des techniques c'est-à-dire tu sais comment faire telle ou telle brique. Et par le métier que tu es en train de faire, tu vas apprendre de la méthodologie, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus large, mais qui te permet de réutiliser ce que tu sais faire, quoi. Quelqu'un qui monte une maison, s'il sait mettre deux briques l'une sur l'autre avec du ciment entre les deux, il sait pas forcément estimer la charge d'un immeuble de 4 étages, genre de choses-là. Voilà, ça te permet d'être accompagné dans ce genre de choses. Et aujourd'hui, comment dire, ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de former quelqu'un là-dessus, quoi. On se dit, ça... Je me rappelle au début, ça c'est quelque chose que j'ai appris, donc je pense que par exemple, quand j'ai appris ça, j'étais très content, je me suis dit que ça m'avait fait beaucoup avancer, donc je pense que je vais essayer de lui montrer telle et telle chose, parce que quand j'ai appris ça, j'ai eu l'impression de passer vraiment une étape, alors voilà. Et puis l'alternance rappelle à Nicolas de bons souvenirs. C'est vrai que l'alternance, ça motive, ça met vraiment le pied à l'étrier, et puis on est parti, quoi. Ça permet de débloquer une sorte de potentiel que l'école avait peut-être pas pu débloquer à l'époque. Entrons maintenant dans le dur et parlons plus concrètement des missions de Nicolas. Après tout, nous sommes ici pour ça, pour que d'autres architectes, expérimentés ou en devenir, puissent prendre la mesure des tâches qui pourraient leur être confiées. Et la dernière mission de Nicolas, qui a beaucoup évolué depuis qu'elle a débuté, illustre parfaitement le potentiel. Damien m'a dit, on a un challenge, ils ont un besoin, ils voudraient faire de la data visualisation. Est-ce que tu peux monter une petite solution sur un coin de ta table et aller la présenter ça m'a vraiment bien plu parce que il y avait un aspect aussi bien bricolage, pas au sens péjoratif qui tient avec des bouts de ficelle, mais au sens sur ton établi de compétences, il commence à y avoir beaucoup d'items différents. Il va falloir que tu pioches là-dedans pour les assembler au mieux, pour faire une solution unie, mais pioche dans toute ton expérience qui est assez diverse du système, de l'infrastructure, du développement des applications, ce genre de choses, pour proposer une solution qui soit, entre guillemets, assez sexy pour que le client veuille la prendre, quoi. Donc, assez vite, on a développé quelque chose, on l'a présenté au client, ça a très bien matché avec le client,
Et du coup, la prestation s'est ouverte et puis la solution qu'on a pu développer chez eux, elle est toujours en place. Aujourd'hui, en fait, je suis plus dédié à cette solution de data visualisation. Alors, depuis un bout de temps, le client veut passer toute son infra sur le cloud parce que ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet de mieux gérer ses capacités. Enfin, il y a tout un tas d'avantages à aller dans le cloud. Il y a des contraintes, mais il y a quand même pas mal d'avantages et c'est leur politique. Donc cette solution, on l'a migrée dans le cloud, ça s'est bien passé, et comme ça s'est bien passé, le client a monté une sorte de cellule qui vise à gérer toutes les opérations dans le cloud, à gérer les maintenances, à faire du monitoring, à faire du dashboarding, donc justement grâce à cette solution qu'on utilise aujourd'hui. Donc depuis 1 an et demi maintenant, il y a une sorte de nouvelle entité que j'ai l'honneur de diriger d'un point de vue technique. C'est pas moi le chef d'équipe, mais c'est moi le tech lead là-dessus. On va être 4, et c'est vrai que par exemple dans cette nouvelle équipe, on a 2 nouvelles prestations, qui ont été remportées par Bluesoft. Donc ça permet d'ouvrir aussi des business, ce genre de choses chez les clients, quoi. C'est vraiment une solution qui est super robuste. Je suis assez fier de ça. Ça marche bien. 20 ans d'informatique déjà pour Nicolas. Les reconvertis heureux s'interrogent. Alors, est-ce qu'il y a eu du changement dans l'air ? En vérité, oui, évidemment, mais pas forcément comme on l'entend. Le métier change, au moins en partie. Les responsabilités s'étoffent. Certaines technologies viendront vraiment impacter l'entreprise. Non, très honnêtement, moi je me vois pas faire autre chose que de l'informatique. Alors après, c'est quand même une discipline. Informatique, c'est c'est un domaine, c'est très très large, quoi. Quand tu vois l'évolution, par exemple, avant on travaillait sur des machines qui sont en data center, aujourd'hui on travaille dans le cloud. J'ai pu faire du système, aujourd'hui je fais du cloud, peut-être du DevOps. Je ferai toujours de l'informatique. Alors après, là depuis déjà 2 ans, j'ai pas mal changé dans le sens où avant, j'étais toujours très technique, j'ai toujours fait des choses techniques, j'ai toujours développé des projets. Là, aujourd'hui, j'essaie de développer une équipe. C'est un changement assez fondamental quand même. Typiquement, là, ça va faire 2-3 mois où j'ai pu toucher à de la technique, où je suis sur le dos de mes collègues en disant « j'aimerais bien qu'on fasse ça différemment, j'aimerais bien qu'on prenne telle direction ». Je leur sers aussi de support parce que c'est vrai que du coup, en termes de développement, c'est pas pour me la péter, hein, mais je suis assez calé en développement, donc c'est vrai que quand eux ils ont des questions sur du dev ou même sur de l'infrastructure, j'essaie de les aider à prendre des choix, à prendre des directions, à prendre des décisions, sur justement les directions techniques à prendre. C'est assez difficile parce que j'ai pas encore l'état d'esprit, mais on s'y fait. C'est une expérience qui se fait et qui se développe doucement dans ma tête. C'est vrai que souvent je regrette de pas forcément faire de la technique, ou alors quand je vois un collègue faire telle ou telle tâche, je me dis ça me plairait bien de faire ça, mais c'est plus vraiment le rôle. Mais je pense que dans 20 ans je ferai toujours de l'informatique. En tout cas j'espère. J'espère que le monde permettra de faire encore nos métiers dans 20 ans. Ils auront évolué. On traite clairement le traitement de la donnée. Ça, c'est quelque chose qui change assez régulièrement. Là, tous les 5 ans, il y a un nouveau métier de la traitement de la donnée qui va exister. Data scientist, c'est un terme qu'on va entendre depuis maintenant sérieusement une dizaine d'années, peut-être un peu plus. C'est une formation complète, c'est quelque chose d'assez poussé, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai pu faire, mais je pense qu'un data scientist, même si c'est quelque chose qui existe depuis 10-15 ans, dans 20 ans ça existera toujours. Ces gens-là auront d'autres méthodes, mais ils auront les mêmes objectifs. Les bases de données telles qu'on les connaît, alors les bases de données pour le coup ça existe depuis le début de l'informatique, je dirais, depuis les années. Alors, les bases de données depuis les années 70, peut-être pas. Là, pour le coup, je suis pas un historien de l'informatique, mais il y a eu des évolutions. Mais les bases de données qui pouvaient exister il y a 20 ans, certaines ont évolué, mais existent toujours aujourd'hui sur le principe. De nouveaux types de bases de données ont vu le jour pour répondre mieux à des nouveaux besoins. Voilà. Ouvrons une parenthèse et profitons-en pour répondre à l'interrogation de Nicolas. Le terme database est apparu en 1964 pour qualifier une collection d'informations partagées. Plusieurs inventions à l'époque se sont croisées, comme celle de Childs, précurseur du SQL, et l'apparition du modèle relationnel que l'on doit à Code en 1970. Le SQL prend forme dans l'esprit de Chamberlain et Boyce en 1974 et Oracle né en 1978. Ça va évoluer, mais je pense que de toute façon, on fera toujours de l'informatique. On voit bien la place que ça prend dans nos vies aujourd'hui, on voit bien la place que ça prend dans le business aujourd'hui. Pendant ce temps, Nicolas, qui a manifestement un penchant pour le voyage spatial, compare les nouveaux besoins IT aux nécessités des ingénieurs de la NASA de penser l'obsolescence de leurs modules spatiaux sur de longues durées, méconnus de l'informatique d'entreprise. Voilà, pour Nicolas, un vrai sujet à traiter et de manière collective.
Typiquement, quand on met en place une solution, on se dit, bah voilà, ma solution, elle va être constituée de différentes briques. Peut-être que la brique que j'utilise pour faire telle tâche, demain, elle sera obsolète. Ou alors, on aura d'autres contraintes. Un des gros sujets aujourd'hui, c'est l'environnement. On se rend compte que, par exemple, des kilowatts et des kilowatts d'ordinateurs en data center, il faut vraiment qu'on trouve le moyen d'en consommer moins. Est-ce que pour autant, il faut qu'on jette les programmes qui tournent sur ces ordinateurs ? Bon, si on peut les optimiser, oui, mais si on change tout, c'est trop risqué. Donc il faut qu'on, justement, quand on monte des solutions comme ça, quand on monte de l'infrastructure comme ça, il faut qu'on se débrouille pour faire des briques qui soient aussi bien interconnectées qu'indépendantes. Qu'on puisse justement modifier telle partie sans modifier tout le reste, même si tout le reste devra être modifié à court terme. Voilà, il faut réfléchir à faire en sorte de ne pas avoir trop d'adhérence entre les différents composants que tu utilises pour justement pouvoir les modifier et répondre aux besoins qui évoluent assez vite. Moi, je pense que les besoins évoluent pas tant que ça, c'est les besoins spécifiques qui vont évoluer. On a besoin d'adhérer à telle nouvelle méthode de gestion de la donnée. Ouais, mais le besoin global, c'est de... Alors, il y a encore quelques années, le besoin global, c'était de faire plus d'argent en dépensant moins. Aujourd'hui, dans beaucoup de cultures d'entreprise, il faut qu'on arrive à maintenir notre business, à toujours être viable, donc à faire forcément un petit peu d'argent. Mais là, on peut plus vraiment passer à côté du fait que les ressources de la planète sont vraiment limitées, elles sont même surexploitées aujourd'hui. Le fameux jour où je crois que c'est en août et bientôt ce sera en mai, où on a consommé ce que la planète peut reproduire en un an. Ça, c'est vraiment problématique. Cette contrainte environnementale, aujourd'hui, on commence à vraiment la voir plus ou moins partout. Dans toutes les entreprises, on a vraiment ce besoin de devenir green, quoi, de réduire. Alors, l'empreinte carbone, c'est un grand mot. C'est vrai que le carbone, c'est une bonne unité de mesure de la pollution. Il y a d'autres polluants que le carbone, hein. Faut pas non plus perdre ça de vue. Mais voilà, on parlait d'indicateurs tout à l'heure, c'est quand même un bon indicateur de comment on pollue la planète. Nous, aujourd'hui, dans les choix techniques qu'on fait, on est drivé par ce qui se fait de mieux, entre guillemets. On essaie toujours de faire ce qui se fait de mieux dans la technologie qu'on utilise. Le truc, c'est que le mieux a évolué. Avant, le mieux, c'était le plus performant. Aujourd'hui, c'est celui qui marie mieux la performance avec, justement, l'écologie. Il y a quand même un principe, c'est que, typiquement, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste essayer, by design, de consommer le moins possible. D'utiliser des méthodes qui vont, réduire la voilure en fonction du besoin, de faire de plus flexible possible. Ça va être assez difficile de mesurer, même s'il y a des indicateurs qui se font, de mesurer en fait ce qu'on peut économiser, justement comme empreinte carbone, quand on fait telle ou telle infrastructure, mais en gardant en tête le fait que avant, on pouvait se dire, si je calcule large, je vais avoir besoin d'une machine grosse comme ça, si jamais j'ai un pic dans ma consommation, ma machine l'encaisse toujours. Non, aujourd'hui, on fait une machine qui fait exactement la taille qu'il faut, qui se réduit toute seule, qui est pile adaptée en fait aux besoins. Voilà pour les évolutions du métier, entre prévisibilité et précaution, mais nous parlions de responsabilités nouvelles également. Le lead technique d'une équipe, c'est quand même une nouvelle étape majeure dans une carrière. Le management et la gestion ne sont pas une sinécure et de toute façon, ça s'apprend. Carrément. Là, ça va faire, on va dire depuis mars dernier. L'équipe en question, elle s'est montée en avril-mai, mais le projet, il a commencé depuis mars. On n'était que 2, et puis là, on commence à être de plus en plus nombreux. C'est pas moi qui ai dit je veux telle et telle personne dans mon équipe, mais ces éléments-là font que ça s'est bien passé, quoi. Telle et telle personne dans une équipe, ouais, ça va carrément le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Moi, j'ai essayé d'apprendre en fait des compétences pas de management en tant que manager d'équipe, parce que je suis pas techniquement chef d'équipe, je suis leader technique, donc je m'occupe en fait d'aider les gens à prendre les directions techniques de la solution qu'on propose. Maintenant, clairement, il y a tout un tas de sujets dans l'équipe où c'est pas moi l'expert, quoi. J'ai un collègue qui est expert sur tel techno que moi je maîtrise pas. Par contre, donc la plupart du temps, puis de toute façon, c'est une bonne solution pour que ça se passe bien dans l'équipe. Tu prends pas tes décisions tout seul, quoi. Tu demandes à telle personne qu'est-ce qu'on en pense, on a une sorte de débat, ça avance. Les compétences que j'ai pu acquérir, que je suis toujours en train de chercher à acquérir, en fait, ça va être des compétences de gestion de projet technique. Ça va être les bonnes procédures pour gérer une tâche, comment design une tâche, comment on va la faire d'un point de vue technique, mais
Voilà, quelles sont les étapes pour gérer telle ou telle chose. Utiliser des méthodes de travail entre guillemets agiles. Agile, c'est très large, mais il y a 2-3 choses qui sont utilisables dans notre projet. Donc, on va faire des phases de design, on va faire des phases de revue. Moi, je développe ma solution dans mon coin. Dans mon coin, ça peut être un problème. Il vaut mieux qu'on voit le besoin tous ensemble. Après, je peux faire mon code dans mon coin, mais il faut quand même revenir assez souvent vers le client pour dire est-ce que c'est toujours la bonne direction, est-ce qu'on peut pas améliorer, est-ce qu'on travaille pas en double avec quelqu'un d'autre. Donc c'est dans ce genre de méthode-là où moi j'essaie d'avancer. Pour l'instant, comme je te disais, je suis pas chef d'équipe, je suis leader technique, c'est différent, tu drives une direction plutôt que des gens. Si jamais il s'avère que je vais m'orienter vers plus du management d'équipe, de gens et ce genre de choses, ce sera nécessaire. On va voir comment ça va évoluer. Moi, déjà, si j'arrive à relever le challenge de devenir leader technique, ça me fera bien plaisir. Tous les ans chez Bluesoft, en fait, il y a le fameux comité carrière où tu revois ton année, tu vois les objectifs avec justement ton manager et souvent la question c'est t'as pas envie de faire du management un peu plus tard là? Et très souvent ma réponse a été non, j'ai pas envie. J'ai encore plein de choses à apprendre en technique. Là, je voudrais faire de ça, je voudrais faire du développement, je voudrais apprendre telle méthode, ce genre de choses. J'ai pas envie de faire du management. Là, de plus en plus, je me dis ouais, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Ça me fait un peu flipper, mais on va voir. À long terme alors. Pas à pas donc. C'est entendu. C'est le principe d'une progression de carrière. En parlant de carrière, la BU Cloud Infrastructure de Bluesoft recrute. Déjà, les équipes s'étoffent, mais il n'est pas inutile de revenir sur quelques critères recherchés. Au sein du BU, on fait pas mal, en ce moment, on fait passer pas mal d'entretiens d'embauche, justement, pour essayer d'avoir des gens qui ont le mindset un peu curieux, qui ont pas peur d'utiliser des technologies qu'ils connaissent pas forcément, de s'initier sur du technologie cloud, du développement, du DevOps, ce genre de choses. Il y a quand même pas mal de profils, on tombe sur quand même pas mal de profils assez bons. Donc là, je crois que récemment, on a fait 2 recrutements qui sont justement sur des profils un peu, qui couvrent, un peu transverses. C'est-à-dire qu'ils sont pas spécialisés dans le développement, qui font du développement, de l'infrastructure, du cloud, ce genre de choses. Donc on cherche pas mal de profils à tout faire entre guillemets, mais quand même avec un peu de profils à tout faire, mais avec un objectif vraiment infrastructure et cloud, parce que de toute façon c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas moi qui fais les recrutements, par contre j'aide pour faire passer quelques entretiens techniques, quoi. Ah, nous y sommes. Les questions techniques en entretien. Nous sommes curieux, alors nous en demandons un échantillon. Je vais demander par exemple si moi jamais un jour j'ai eu une galère et que j'ai passé du temps à rechercher une solution à tel ou tel problème, je vais par exemple poser la question. Tiens, en Python, un jour j'ai essayé de faire telle chose, comment tu t'y prendrais? Là, si la personne elle te répond direct ce que tu as trouvé, tu te dis lui il a du métier, il a déjà été confronté au problème, il a fait sa recherche, ou alors il a été à l'école, il connaît son truc, quoi qu'il arrive, il a la compétence. Après, s'il l'a pas, mais que dans la démarche il dit écoute, là pour le coup, j'ai jamais rencontré ce problème-là, j'irai voir tel et tel point, peut-être qu'on peut trouver des solutions de contournement, voilà. Après, s'il connaît pas, c'est pas grave, ça va aussi te donner un état d'esprit, quoi. Et on peut pas tout connaître. J'ai eu la chance dans ma carrière de travailler fréquemment sur des sujets que je connaissais pas, donc ça permet d'évoluer, ce genre de choses. Ce n'est qu'un exemple. Ne partez pas bille en tête. D'autant que Nicolas a beau disposer de multiples cordes à son arc, il reconnaît volontiers ne pas tout maîtriser et il serait ravi de vous entendre parler de votre ou de vos expertises. C'est aussi une bonne façon d'évaluer rapidement un savoir-faire, on ne se le cachera pas. Alors Nicolas, futur collègue? Entre nous, ça serait sympa, ne dites pas le contraire. Si on devient collègue, ce sera sûrement chez un client, quoi. Après, c'est les entreprises où il fait bon travailler, quoi. Donc, en termes techniques, on voit pas mal de technos différents, donc ça reste intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir changer de mission, donc de changer de métier, donc de changer de technique et de repartir souvent sur des choses nouvelles. Donc, oui, c'est un format qui me va bien, quoi. Merci d'avoir écouté le podcast Chronique de Talent Bleu du groupe Bluesoft. Abonnez-vous et restez à l'écoute. À très bientôt.